Bonsoir à tous, très content de vous retrouver et aujourd'hui ça va être une vidéo de news. Il y a pas mal de choses. On va commencer directement par la news la plus importante qui va certainement avoir d'effets dans les mois qui viennent. On ne se rend pas compte à quel point encore pour l'instant, mais ça va être assez énorme. C'est la WGA, donc la Writers Guild of America, en gros le gros syndicat des scénaristes américains, qui a voté il y a quelques heures, alors à une énorme majorité, à 97,80%, la grève a été votée. Donc ça y est, les scénaristes sont en grève. Il y a eu plus de 9200 ballots, 9200 votes, ce qui représente 80% de tous les membres du syndicat. Ça surpasse le résultat des votes pour une grève en 2017, où il y avait eu 6310 votes pour 96,3% en faveur. Cette fois, c'est 97,85. Il n'y a que 2,15% qui a voté contre. Donc on nous l'explique, la WGA, ça représente environ 11 500 scénaristes de films et de télévision. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en gros, ce qu'ils réclament, en fait, donc ça fonctionne par contrat sur plusieurs années, dans leur rapport avec les studios. Donc il y a un contrat qui est décidé, qui va durer pendant un certain nombre d'années. Et là, le contrat actuel se termine le 1er mai, comme on le voit ici. Ça se termine le 1er mai. Et ce qui nous explique, c'est que il y a eu une augmentation de 16% du nombre de scénaristes qui travaillent pour le minimum, en fait, vraiment le minimum syndical qui avait été pris en 2013. En gros, ça veut dire des scénaristes qui vont travailler pendant des années, au bout de plusieurs années, vont toucher comme s'ils étaient débutants, en fait. Leur degré d'ancienneté, ce qu'ils ont déjà fait avant, n'est plus pris en compte. Donc, ça fait qu'il y a des scénaristes qui, en 2021-2022, touchent la même chose qu'ils touchaient en 2013-2014. Donc, ça ne prend pas en compte leur level d'expérience. Et voilà, ils expliquent du coup qu'il y a il y a beaucoup de scénaristes qui vont juste plus pouvoir véritablement en faire un métier, en vivre. Tout simplement, ils peuvent pas se nourrir avec juste leur métier de scénariste. Et attention, les conséquences risquent d'être énormes. Alors, je vous passe un peu, il y a beaucoup de choses, voilà, pour aller voir si ça vous intéresse. Mais il faut bien se rappeler que la dernière fois qu'ils ont été en grève, c'était en 2007. Ce qui a duré pendant 100 jours, donc c'est à cheval sur 2007-2008, ce qui a eu pour conséquence beaucoup de séries télé qui ont dû raccourcir leur saison, voire même faire des pauses, voire pour certaines être cancel. La perte avait été estimée à 2,1 milliards pour Hollywood. 2,1 milliards avaient été perdus avec cette grève. Et en gros, donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont assez, parce qu'ils voient les profits qui sont de milliards dans l'industrie. Ils estiment qu'ils sont une part centrale de tout ça, et ne pas être rétribués de manière juste. Et donc, ce qu'ils demandent en gros, c'est environ 2% des profits qui sont faits par les studios, qui soient redistribués justement, voilà, à tous ces gens qui travaillent en tant que scénaristes. Mais donc, on va suivre dans les prochains temps, je dirais même les prochains mois, mais en tout cas, si effectivement l'arrangement n'est pas trouvé tout de suite, et que la grève dure pour un moment, il faut s'attendre à pas mal de conséquences sur les écrans. Ceux qui se souviennent, à l'époque, effectivement, après la grève de 2007-2008, il y avait eu beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences, non seulement sur les annulations, des retards, et tout simplement sur des qualités, sur la qualité. Enfin, on avait vraiment vu, effectivement, beaucoup de séries qui avaient énormément souffert en termes de qualité, qui a eu cette grève. Donc là, c'est films et séries du coup qui risquent de beaucoup souffrir. Donc voilà, au sortir du Covid, ça va être compliqué effectivement pour l'industrie de résister très longtemps à leur donner ce qu'ils veulent en tout cas. News suivante. Sonic the Hedgehog, son spin-off Knuckles. Je savais même pas j'avais entendu ça il y a longtemps, je me souvenais même pas que ça existait, que c'était en préparation. Et donc il y a effectivement un spin-off sur Knuckles qui est en préparation pour Paramount+.
Et donc le casting, on a eu confirmation qu'il y aurait Adam Pally qui jouait déjà dans le film, ainsi que Tika Sumper. Donc Tika Sumper, c'est la femme du protagoniste dans le film. Adam Pally, c'est le flic un peu idiot qui était aussi dans le film. On a Idris Elba qui reprendra son rôle. Du coup, c'est lui qui fera bien la voix de Knuckles. Et il semble donc que le film se déroule entre les événements de Sonic 2 et de Sonic 3 qui sortira le 20 décembre 2024. Et dans la série, Knuckles accepte d'entraîner Wade en tant que son protégé et de lui apprendre la façon de vivre d'un guerrier Echidna. Voilà, c'est ce qui nous est dit. Et donc il semblerait que le tournage a commencé et ça se passe à Londres. Et donc c'est John Whittington qui a déjà travaillé sur le scénario pour Sonic the Hedgehog 2 qui a écrit le pilote pour Knuckles et qui sert de chef scénariste et de producteur exécutif pour la série. Donc voilà, du coup ça devrait être assez fidèle du coup à ce qu'on a pu voir dans les films. Et il y a aussi Brian Schachter et James Madeshki qui sont scénaristes sur la série. Et d'ailleurs Jeff Fowler qui a réalisé les deux films Sonic the Hedgehog, c'est aussi lui qui réalise le pilote. Et il sera aussi producteur exécutif sur la série. Donc voilà, en tout cas, du coup ceux qui ont aimé les films, clairement, et j'en fais partie, hein, ils sont plutôt très sympas. Pas incroyable, mais vraiment très sympa. Et donc voilà, la série devrait être en tout cas à peu près du même niveau. Le réalisateur de John Wick, donc Chad Stahelski, qui nous a donné un peu une liste des acteurs qu'il adorerait avoir dans une suite de John Wick. Alors la liste est plutôt, est plutôt sympa, hein. Clairement, il a plutôt bon goût le monsieur. Et donc il dit voilà, il y a une grande liste, mais la première chose qui me vient en tête c'est Cillian Murphy. Je suis un grand fan de Peaky Blinders, donc vous savez, je pense juste que Cillian vraiment irait très bien dans John Wick. Colin Farrell est fantastique. Charlize Theron, quand elle a fait Atomic Blonde, je l'ai vue. Et je me suis dit, oh mon dieu, je dois travailler avec cette femme, elle est incroyable. J'ai aussi travaillé avec Michelle Yeoh, il y a longtemps pour une pub, et depuis, je meurs d'envie de travailler avec elle, je suis vraiment un énorme fan. Alors aussi, de manière amusante, après Lovecraft Country, il y a eu Journey Smollett, qui a aussi fait partie de ma liste. Ce sont des gens qui, pour certaines raisons, font clic dans ma tête. Et vraiment, je me dis qu'ils iraient parfaitement bien dans ce monde. Et c'est toujours très bien. Et il continue en disant, voilà, il y en a beaucoup. Je veux dire, il y a tellement de gens incroyables dans le monde. Si Robert Downey Jr., s'il arrivait qu'il s'assoit dans ma chaise juste ici, évidemment, je trouverais quelque chose. Je trouverais un moyen de le mettre dans mon film. Peter Dinklage, j'étais un énorme fan de Game of Thrones. Sean Bean, ces gars, je pense, sont vraiment magiques. Je mourrais pour avoir une chance avec un de ces types. Donc voilà, c'est liste. Donc Cillian Murphy, Colin Farrell, Charlize Theron, ça va, ils se plaisent. Michelle Yeoh, très bon goût. Journey Smollett, Robert Downey Jr., Peter Dinklage, Sean Bean, ça va. Du coup, ça présage, qui sait. Imaginez qu'il les a tous. Alors évidemment que non, ça coûterait extrêmement cher. Mais voilà, en tout cas. Et c'est rigolo, il raconte aussi Alberi, qui... en fait, c'est elle qui avait appelé pour être dans le 3. Et qui avait dit, voilà, j'aimerais qu'on se rencontre. Il avait dit quand? Elle a fait aujourd'hui. Elle est venue, le jour même. Elle lui a dit, bon, je vais dans ton film. Il lui a dit, bah, j'ai pas écrit de script. Elle lui a dit, bah, écris un script dans lequel je suis. Et il a dit, ok. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Je trouve ça assez fun, pour le coup. On a eu une date pour le prochain trailer de The Flash. Donc, la date a été annoncée à la fin du spot TV qui est sorti il y a quelques jours. Et donc, le prochain trailer de The Flash sortira le 25 avril. Donc voilà, on a la date. Ça sera le 25 avril, donc c'est un mardi. Voilà. Donc dans une semaine, tout pile, pour ceux qui regardent la vidéo au moment de la sortie, dans une semaine tout pile, on aura un nouveau trailer de The Flash. On a eu
Aussi, Zack Snyder a partagé une affiche. Et donc ça, c'est pour la SnyderCon qui se déroulera du 28 au 30 avril à Pasadena, en Californie, dans lesquelles voilà, il y aura des diffusions de ces films en la présence de Zack Snyder, avec certainement, il y aura certainement des invités. Et puis voilà, donc il y a 214 personnes pour les 2 prochains jours qui pouvaient acheter une place, un peu plus pour le troisième jour qui se déroulera dans un cinéma IMAX qui du coup a plus de contenance. Et donc il nous a montré une affiche. L'affiche, celle-là. Alors l'affiche est très sympa. Elle est plutôt cool. Elle est dessinée par un certain Jim Lee. Donc pas, voilà, c'est pas Jojo Clodo, hein, c'est Jim Lee. Donc effectivement un artiste légendaire qui est un des dirigeants de la partie DC Comics. Je dois avouer que j'ai un petit coup de gueule à faire quand même. Donc vous voyez, hein, du coup effectivement, voilà, ces différents personnages avec Superman, Wonder Woman, Flash, Batman, Cyborg, Aquaman. On voit la tête de Darkseid au centre, Aikitas au-dessus, voilà, on a différents symboles. Snyder aime toujours tout ce côté un peu de... comment dire, enfin voilà, de symbolisme. On voit de l'ADN à gauche, enfin il y a plein de petits détails. Une chose qui m'emmerde, personnellement, c'est en bas de l'affiche. Je suis persuadé que là, vous arrivez à lire Zack Snyder's et vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a en dessous. Ce qui est en dessous, c'est Justice League. Vraiment. C'en est au point où son nom est en énormissime et en gras, et Justice League est écrit en minuscule, en tout petit. Je vous rappelle qu'à la base, c'était comme ça. Zack Snyder's Justice League. Là, ok. Ok. Là, c'est logique. Sur le Blu-ray, c'est ça. Je l'ai, le Blu-ray. C'est comme ça, avec le petit... Hop. Alors, c'est pas la première fois, hein, on le voit déjà ici, par exemple. Mais alors, je dis pas que c'est lui, hein, mais moi, quand je vois ça, ça me... Vraiment, c'est peut-être pas du tout de sa faute ou quoi, mais je suis un fan de l'univers de DC avant d'être un fan de qui que ce soit, que soit Snyder, que ce soit Gunn, que ce soit Cavill, que ce soit Christopher Reeve, que ce soit n'importe qui. Et quand je vois ça, un Zack Snyder écrit en énorme Justice League, ah ça me saoule. Moi ça me saoule direct. Là pour moi il y a un truc qui va pas. Déjà il y a un problème. Il y a un problème. Et encore une fois, hein, je dis pas que c'est lui. Alors on va me dire c'est la Snyder Con, machin. Ouais ouais effectivement, effectivement. Mais bon c'est quoi qu'on voit là? C'est la Justice League ça. Voilà. Moi ça me saoule. Vraiment c'est un détail, hein, on s'en fiche. Mais moi j'ai vu ça direct, ça m'a. Je me suis dit ok, déjà ça m'énerve. On a eu confirmation que dans la saison 2 de Andor, donc on a eu cette photo du tournage. Alors vous devinez, pour ceux qui ont vu Clone Wars en voyant cette image-là, mais donc on a eu cette photo de tournage d'Andor qui se produit actuellement. Et donc cette photo, vous voyez, elle est datée du 16 avril. Et ne serait-ce que si vous avez vu la saison d'Andor, vous pouvez reconnaître un endroit qui... c'est en Angleterre. C'est en Angleterre. Et en fait, c'est l'endroit où Stellan Skarsgård, donc le personnage de Luten, rencontre Saw Gerrera dans la première saison. Dans l'épisode 8 de la première saison. Voilà, on voit une image ici. Et donc, on a confirmation, certainement, vu qu'on revient là, qu'on aura le retour de Saw Gerrera dans la saison 2. Donc ça fait plaisir. Hein. Voilà, Forest Whitaker qui évidemment est un excellent acteur. On avait déjà appris que Andy Serkis, et pas Andy Serkis comme j'avais dit dans une autre vidéo, Andy Serkis sera de retour. Donc plutôt des très très bonnes nouvelles pour l'instant du côté d'Andor. Je doute pas de toute façon que la qualité sera encore une fois au rendez-vous comme pour la première saison. Du côté de Deadpool 3, Ryan Reynolds qui a parlé de Matthew McFadden dans une interview et qui nous donne confirmation de deux choses. D'une, qu'il est méga fan de lui, parce qu'il l'a vu dans Succession et il l'a trouvé incroyable et il explique que
Pour lui, c'était presque impressionnant d'être en face de lui sur le tournage de... Enfin, en tout cas pour Deadpool 3. En tout cas, qu'il est impressionné de se dire qu'il va se retrouver devant lui sur le tournage de Deadpool 3. Et l'autre chose qu'il confirme qui est intéressante, c'est qu'il dit que Matthew McFadden sera tous les jours sur le plateau. Ce qui du coup nous confirme qu'en fait il aura bien un rôle assez important, même très important, dans le film. Ce qui avait déjà été un petit peu teasé. Alors pour ceux qui ne voient pas, du coup c'est ce monsieur, voilà, qui joue dans Succession. Et donc ouais, Ryan Reynolds en tout cas, nous confirme qu'effectivement il aura un rôle important qui l'amènera à être là sur toute la durée du tournage. Alors évidemment il ne sera pas là tous les jours, c'est une façon de parler, mais en tout cas voilà, c'est pas un petit rôle, il sera vraiment là de manière importante. News suivante avec les Gardiens de la Galaxie. Et du coup, dans un des spots, on a pu voir Adam Warlock utiliser ses pouvoirs. Et on voit donc qu'il utilise une sorte de, voilà, de rayon doré. On avait déjà eu une première image dans un artwork où on avait vu effectivement voilà ça. Mais c'est la première fois qu'on le voit vraiment comme ça sera dans le film. Alors bon, l'image est pas très nette pour le coup, mais c'est assez joli. Je trouve la manière dont ça rend le pouvoir. Je suis impatient de voir ça en live action. Et alors moi vraiment, pour le coup, Les Gardiens 3, avec Deadpool 3, c'est les deux films de super-héros qui me hype le plus là dans les prochains temps. C'est vraiment Les Gardiens, je m'attends à quelque chose de ok, en même temps avec de l'humour, mais avec réellement des vrais moments d'émotion et de dramaturgie, de dramatique. Et surtout que c'est la fin de la trilogie. Et du coup, je suis très très impatient de voir ce film. Un article assez intéressant. Il semblerait que Kevin Feige ait eu un coup de génie. Et donc ça vient de l'insider Jeff Snyder, Monsieur Scoop, celui à qui on doit les trois quarts des scoops en ce moment, qui révèle que Kevin Feige serait en train de voir à modifier la manière dont la compagnie embauche ses créatifs. Et donc, Snyder a expliqué que Feige veut désormais embaucher des talents qui auraient vraiment fait leur preuve pour être derrière la caméra. C'est-à-dire, évidemment, tous ceux qui l'embauchaient avaient déjà fait quelque chose avant, mais ils ont quand même souvent pris des noms très peu connus, des gens qui avaient très peu de films derrière eux, voire pas de films. Parfois, ils avaient juste des épisodes de séries. Et donc là, il semblerait qu'ils veuillent vraiment plutôt, voilà, retourner. On se demande si c'est pas un peu une réponse à ce qui se passe avec du côté de DC, avec des annonces comme un James Mangold, comme peut-être un Matthew Vaughn, un James Gunn lui-même derrière la caméra. Est-ce que c'est pas le début des effets positifs que peut amener une concurrence entre les deux studios? J'espère que c'est le cas. Et d'ailleurs, en juin 2022, c'était Justin Kroll de Deadline qui disait à propos de Kevin Feige qu'en gros, il avait vraiment apprécié de ne pas avoir à s'inquiéter et ne pas avoir à s'occuper de tout sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Du fait d'avoir quelqu'un comme Sam Raimi, voilà, enfin, qui connaît son taf, qui sait exactement quoi faire, il n'a pas besoin qu'on l'aiguille de quelque manière que ce soit. Et c'est marrant, ça confirme justement des choses que j'avais entendues il y a un moment, comme quoi justement Multiverse of Madness, Feige avait été très très peu présent sur la production de ce film. Dans le moment où justement ça parlait beaucoup du fait qu'il avait plus le temps de s'occuper de tout parce qu'il y avait beaucoup trop de programmes, c'était justement une des choses qui était ressortie, que Feige avait été très 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 absent de la production de Multiverse of Madness. Mais du coup, là, ça change la façon de voir ça, parce que du coup ce que ça nous apprend là, c'est qu'en fait il en est content, et que ça lui a plu, et qu'il aimerait que ce soit plus comme ça. Et donc il voudrait des gens de ce calibre d'expérience. Et alors un truc que je trouve assez amusant, c'est qu'en gros, du coup, voilà, beaucoup de fans pensent que deux scénaristes nouveaux sur la scène, dans l'industrie, Michael Waldron et Jeff Loveness, dont tous les deux ont été
impliqués dans des projets du MCU qui ont été reçus de manière très négative, seront les prochains à être remplacés avec des gens avec plus d'expérience et avec un talent démontré. Après tout, le duo chacun en fait a un film Avengers qui arrive. Et beaucoup de fans ne les voient pas rester à leur poste. C'est spécialement vrai concernant Loveness et Kang Dynasty, puisque le récent Quantum Mania de ce scénariste n'a vraiment pas plu à beaucoup. Tiens, mais quelle surprise. Mais dis donc, est-ce qu'on n'en aurait pas beaucoup parlé sur la chaîne, dis donc? Je me demande. Mais voilà. Donc effectivement, de plus en plus des bruits courts. Alors rien n'est dit, hein, ça se trouve ce sera pas le cas du tout. C'est tout à fait possible que ça soit pas le cas du tout. Mais ouais, ça paraît logique. Ça paraît totalement logique. Évidemment, enfin après le résultat de Quantum Mania, étant donné qu'en plus Loveness ne correspond pas, si on veut un changement de ton, et surtout sur un film sur Kang Dynasty, on peut pas avoir le ton d'un Quantum Mania, et je suis pas sûr que Loveness en soit capable. C'est ça le truc. Donc lui, il en est très fier de son Quantum Mania. Il en est très fier et il a pas l'air de voir quoi que ce soit changer dessus. Donc quand il dit que justement il va de la même manière, il va faire ce qu'il aime pour Kang Dynasty, faut lui dire au revoir maintenant, hein. Faut se séparer bons amis. Écoute, voilà, amuse-toi bien, bonne continuation, on se serre la main et puis rappelle-moi pour une bouffe, mais je répondrai pas quand. Je pense que là c'est ça qu'il faut. Mais donc voilà, on croise les doigts. On espère la bonne nouvelle. Et on débouchera le champomis et on fera la fête si ça arrive. En tout cas, eh bien écoutez, voilà pour les news du jour. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.